une question qui a été posée là par Internet. Question de notre confrère Le Colter, qui est avocat à Bordeaux, et qui pose la question suivante, qui concerne l'obligation pour les litiges dont l'intérêt est inférieur à 5 000 € et pour les problèmes de voisinage. Concernant ces litiges, la pratique consistant à majorer les demandes permet-elle valablement d'éviter le recours à une mesure de conciliation alors que l'appréciation du montant de la demande au vu des règles du Code de procédure civile ne semble pas autoriser la juridiction à apprécier autrement le dit montant? Il s'agit toutefois d'un contournement assez évident de la volonté d'imposer une conciliation préalable. Alors, qu'est-ce que vous pensez de ce contournement, ce dévoiement? Est-ce que c'est possible? Est-ce que c'est souhaitable? Est-ce que... Voilà. Mais ça a toujours existé, je l'ai déjà dit tout à l'heure. Moi, j'aimais pas aller au tribunal d'instance. Je me suis toujours débrouillée pour avoir des dossiers à plus de 10 000. Hein. Donc, rien ne change. Le tout est de pas... évidemment, il ne s'agit pas d'aller imaginer des choses farfelues, sinon ça ne se règle pas devant un juge. Il faut changer de posture. Soit c'est un litige qu'on ne peut pas régler autrement qu'en s'en remettant à un juge pour différentes raisons. Ça peut être tout simplement une partie qui a des soucis psychologiques, hein, et on le sait tous dans nos cabinets, ne serait-ce que parce que les gens qui ont des soucis psychologiques sont parfois très procéduriers. Et oui, c'est une réalité de la pratique et on ne peut pas discuter dans ces conditions. C'est une limite, bien évidemment, au mode amiable. Hein, il faut être entre personnes qu'on peut éclairer et un peu raisonner. Mais moi, je ne vois pas de difficulté dès lors qu'on peut franchir les 5 000 €. Bien sûr que ça va faire obstacle à l'obligation. Mais pour moi, il n'y a pas de difficulté. D'accord. Une question plus générale. En matière de règlement amiable, il y a plusieurs catégories de règlements amiables. Il y a, alors j'invente rien, il y a le processus collaboratif, mais ça c'est en dehors de toute procédure. Il y a la procédure participative dont vous avez parlé, la médiation et la conciliation. J'avoue que je ne comprends pas toujours la différence entre ces processus de règlement amiable, car la frontière m'apparaît assez floue. J'aimerais bien savoir quelle est la frontière, la différence entre ces différents types. Alors, effectivement, j'ai manqué de temps dans l'exposé théorique pour vous faire un petit panorama. Ça mériterait tout un colloque, hein, Emmanuel. Oui. Mais c'est important sur le plan stratégique pour les avocats de choisir la bonne formule. Bien sûr. Alors, le processus collaboratif, effectivement, se situe vraiment en dehors du champ judiciaire, puisque on choisit avec l'avocat en face qui doit être formé de dérouler un processus en utilisant les techniques qu'on utilise également en médiation pour parvenir à la construction d'une solution négociée de telle sorte qu'elle va régler de manière pérenne un conflit, puisqu'on va chercher derrière des positions. Moi je veux ça et moi je veux ça, ok, on en fait quoi? Parce que si on veut tous les deux la même chose, on ne va pas y arriver. Pourquoi on veut ça? Quel est le besoin? Quelles sont les valeurs qui sont heurtées? On va creuser derrière. Et en général, alors c'est dommage que je n'ai pas de paperboard parce que j'aurais fait un petit schéma que j'aime bien faire, mais si on a les positions des parties comme ça et une ligne de flottaison et avec des positions qui sont en apparence opposées, si on fait descendre cette ligne de flottaison pour voir ce qu'il y a derrière tout ça, on a toujours... C'est mécanique, une zone d'accord possible. Si on creuse, si on y va, il y a, c'est dans 98% des cas, on peut régler les choses amiablement. Donc, le processus collaboratif et la médiation emploient les mêmes techniques. La différence, c'est qu'en médiation, on a un tiers. La conciliation, pour la distinguer de la médiation, en réalité, c'est un travail... Alors, vous verrez qu'en général, dans les ouvrages, on vous dit, c'est vrai, hein, on n'explique pas, hein, on te dit la conciliation, c'est gratuit. Oui, d'accord.
T'as pas expliqué ce que c'était. Je me dépêche. Donc, ah oui, mais moi, c'est le problème quand on me lance sur le sujet des modes amiables, je suis un peu bavarde. La conciliation, tu vas rester en surface, en quelque sorte. On ne va pas faire ce travail dans la profondeur. Donc, c'est pour ça que c'est plus approprié. Et encore, je trouve que c'est toujours le mode le moins approprié, personnellement, mais c'est peut-être un avis pas partagé. En gros, on va moins dans la profondeur. Il y a aussi un tiers qui intervient. C'est gratuit. Donc, les gens qui n'ont pas les moyens de recourir à un médiateur, on peut les envoyer devant un conciliateur qui intervienne à titre bénévole. Il y a un défraiement qui est prévu par les textes, mais c'est tout. Voilà. Je ne vous parle pas de l'arbitrage, puisque c'est de la justice privée. Ça ne me plaît pas du tout. Et pour la procédure participative, pour moi, c'est ni plus ni moins qu'une transaction qu'on fait très régulièrement dans nos cabinets, une transaction réglementée, donc avec une liberté totale. Et donc, c'est là aussi le gros avantage, c'est beaucoup plus proche de ce qu'on fait au quotidien dans nos cabinets, je trouve. Mais c'est un avis personnel. Alors, est-ce qu'il y a des questions dans la salle ? Ah oui, avec un micro, c'est mieux. Parlez bien, on va vous entendre. Pas si. Nous, on vous entend bien. Peut-être en vous levant, on vous entendra mieux. Parce que l'acoustique est plutôt bonne et on n'est pas très nombreux. Bonjour, donc Corinne Bléry, professeure à Valenciennes. Merci à vous deux pour la présentation. Frédéric, j'aurais une question pour toi. Oui. Tu n'as pas parlé des actes d'avocats qui sont réglementés pour la convention de procédure participative et qu'on met dans la convention de procédure participative initiale. Donc ces actes-là, qui d'ailleurs pourraient tout à fait exister indépendamment de la convention de procédure participative, en pratique, qu'est-ce que tu en fais ? Est-ce que il y en a vraiment qui sont rédigés ou est-ce qu'on peut s'en passer ? Est-ce qu'on en rédige indépendamment de la convention de procédure participative ? Enfin, on en fait quoi ? Parce que cette réglementation est quand même très compliquée. Peut-être pour les gens de distance, juste répondre au micro. La question. Oui, la question était de savoir si les actes qui sont connexes à la convention de procédure participative, s'il faut les inclure ou pas, si ta question est... Si vraiment tu les pratiques, si c'est Alors, le problème, c'est qu'effectivement, en ayant discuté avec Corinne Thomas-Bézère, la pratique est tellement peu usitée qu'on n'a pas de retour d'expérience sur ce point. Donc, on en est en stade extrêmement encore théorique. Le texte prévoit de les mettre et de les utiliser, et il le dit, les textes sont très clairs là-dessus, il faut les utiliser, il faut les joindre, puisqu'ils font partie des pièces listées à la convention de procédure participative. Donc, effectivement, les accords qui ont pu être conclus précédemment, etc., tout ça doit faire partie de l'accord global et je pense qu'il faut les inclure. Après, sur la pratique, je ne te cacherai pas qu'effectivement, c'est quand même extrêmement difficile et malgré des praticiens qui forment régulièrement là-dessus, je n'ai pas encore de retour, donc je ne pourrais pas être affirmatif pour te répondre là-dessus. C'est dommage, mais voilà. Oui, alors après, finalement, c'est comme un bordereau de pièces. Tu vas joindre l'ensemble des éléments. De toute façon, l'objet, il va être fixé par la convention de procédure participative. Donc, si tu as des accords annexes, et c'est ça dont tu parles, je pense. c'est les actes qui sont listés dans je ne sais plus quel article spécifique. Je pense que c'est simplement tout ça concourt à définir l'objet de la convention de procédure participative. Ça vient absolument pas nuire à la convention ni à la résolution du différend. Donc, à mon sens, oui, effectivement, il y a peut-être une redondance de la part des textes, mais plus on va le pratiquer, plus les textes vont évoluer, on fera des remontées. Pour l'instant, c'est encore assez peu usité. Hein. Et tu disais aussi comme avantage, il n'y a pas d'obligation de confidentialité. Oui. Alors effectivement, ça participe à l'idée de la mise en état, mais est-ce que ce n'est pas cela qui a aussi ruiné finalement la convention de procédure participative dans sa première fonction, celle de 2010, qui n'a jamais décollé parce que sans doute y a-t-il des craintes. Donc est-ce que la convention de procédure participative ne devrait pas être réduite à sa fonction de mise en état, ce qui simplifierait aussi la réglementation où on ne sait jamais trop où on en est entre une marde et mise en état? Moi, personnellement, je ne le pense pas. Je pense que c'est une chance, au contraire, de ne pas avoir la confidentialité, parce qu'on l'a vu dans de nombreux litiges et on le voit. Alors après, c'est toujours une question de confidentialité, comme on perçoit la confidentialité. Mais en ce qui me concerne, je trouve que négocier par voie officielle, en exposant les points de désaccord, est aussi une chance, et surtout une chance.
parce que parfois on peut se retrouver avec des accords qui sont tacites, des choses complètement confidentielles sur lesquelles c'est arrivé, ça nous est, je pense, tous arrivé. Hop, finalement, ce qui a été négocié disparaît du jour au lendemain parce que ça devient officiel. Donc je pense que c'est un bon moyen de négocier sans confidentialité, parce que c'est vraiment évoquer tous les problèmes et aller jusqu'au fond des choses. Et je pense que pour moi, c'est... Mais après, c'est ma conception de la confidentialité, effectivement. Je sais que ce n'est pas partagé par un certain nombre de confrères. Il y avait une autre question dans la salle. Merci. Oui, bonjour, Jean-Jacques Forêt, avocat barreau de Strasbourg. Alors, c'est concernant les procédures participatives et les experts. Alors, vous avez évoqué la question, la liberté de l'expert, mais le statut des baux commerciaux a généré un juge particulier qui est juge des loyers. Est-ce que vous pensez qu'on a une liberté dans cette matière d'expertise ? Oh oui, à mon avis, c'est pas plus un obstacle, effectivement. C'est pas plus un obstacle. De toute façon, le juge des loyers, vous n'avez recours au juge des loyers que quand il y a une difficulté que vous pouvez de toute façon résoudre par la voie de la convention de procédure participative. Le juge des loyers n'est là que pour trancher effectivement la difficulté, mais j'imagine mal, si c'est ça votre question, effectivement saisir le juge des loyers en tant qu'expert. C'est ça que vous évoquiez ou c'est Dans le cadre, une fois que la procédure chez le juge des loyers, dans le cadre du mise en état chez le juge des loyers, eh bien, la procédure participative, le problème de la désignation de l'expert est-il encore à libre disposition des parties dans la mesure où le statut des baux commerciaux est d'ordre public? C'est ça le problème. J'ai pas de réponse à cette question très précisément. Moi, je pense que ça fait absolument pas obstacle. Je vois pas pourquoi ça ferait obstacle, alors qu'effectivement le décret a ouvert la possibilité de lui donner des moyens très forts et de donner au rapport du technicien une valeur d'expertise judiciaire. Pour moi, ça fait absolument pas obstacle. Il y a peut-être encore certainement des flous et des frontières assez floues parce que le législateur n'est pas allé jusqu'au bout des choses. En tout cas, n'a pas discuté avec les professionnels pour évoquer ça jusqu'au bout des choses. Mais je ne vois absolument pas de difficulté à partir du moment où le législateur pousse sur un mode alternatif de règlement des différends et le réglemente suffisamment comme celui-là. Je pense que la liberté est totale, il me semble. Alors, je demande aux intervenants de la salle de poser leurs questions bien fort, car le chat online nous dit on n'entend pas les questions dans la salle. Donc, on avait peut-être un petit problème de micro au début, mais je crois que c'est réglé, ce problème technique. Voilà. Donc, réglé, posez vos questions bien fort. Merci. Proposer des réponses aussi. Moi, c'était exactement dans le même sens, puisqu'effectivement, les textes ne liment. Je souscris tout à fait à ce que vous venez de dire pour la question précédente. Pardon, je ne me suis pas présenté. Vincent Eja, je suis professeur à Aix-en-Provence. Sur cette question de l'expertise, effectivement, il n'y a aucune limitation dans le texte et on peut parfaitement avoir recours à un expert judiciaire ou pas. Et là, effectivement, sur la pratique marseillaise que vous évoquiez, typiquement, elle l'utilise pour chiffrer des dommages, des infiltrations, etc. L'énorme avantage par rapport à l'expertise, disons, judiciaire organisée dans ce cadre-là, c'est évidemment la liberté de fixer le prix, de les mettre en concurrence sur des devis et de savoir sur la place effectivement quels sont également le rapport à la ponctualité d'un tel ou un tel, ce genre de choses. Donc a priori on n'a pas de limitation pour se faire sur le fait que ce soit un expert judiciaire ou pas. Donc, moi je suis entièrement d'accord avec vous, je pense qu'il n'y a pas de difficulté là-dessus, y compris dans des contentieux très spécifiques, pour choisir qui on souhaite. La seule, peut-être, le petit angle mort dans le décret du 11 octobre, me semble-t-il, par rapport au texte qu'évoquait Corinne 1546-3, où on a effectivement cette possibilité d'avoir des actes d'avocat très parcellaires, et notamment sur la question de l'expertise. Là, il y a quand même, sur ce que vous évoquiez, je suis entièrement d'accord avec vous, sur l'énorme avantage d'affirmer le caractère, l'équivalence de valeur avec l'expertise judiciaire. Mais pour l'expertise qui serait faite dans le cadre de cet article-là, c'est vrai que la précision n'a malheureusement pas été reprise par le décret du 11 octobre. Et ça, je pense que c'est un oubli qui est regrettable, parce que ça pourrait être une première porte d'entrée vers la procédure participative, de dire, regardez, vous avez cette longue liste d'actes contresignés par avocat dans le décret du 11 décembre 2019 qui a ouvert les possibilités. Donc, on est un peu frileux pour avoir une convention complète. On peut au moins commencer par ça, si j'ose dire, et notamment sur la question de l'expertise. Voilà. Mais en revanche, là, c'est vrai qu'il y a encore une petite incertitude sur la valeur de cette expertise dans ce cas très, très spécifique.
Plus de questions dans la salle. Moi, j'aurais simplement des petites questions rapides, très rapides. Très rapide. Oui, oui, oui. Réponse par oui ou par non. On buzz Les délais, lorsqu'il y a une procédure, donc règlement amiable, procédure participative, médiation, conciliation, c'est une suspension ou une interruption? Suspension. D'accord. Deuxième question très pratique. Quand on reçoit de la Cour d'appel des invitations à une réunion d'information sur la médiation, on reçoit des imprimés tout faits, etc. Et on est souvent interrogé par nos clients. Est-ce qu'il faut que le client y aille en personne? Est-ce qu'il peut être représenté par l'avocat seul? Est-ce qu'il faut y aller, pas y aller? Quel est l'intérêt stratégique ou pas? Voilà, c'est très pratique ça. C'est une réunion d'intérêt pédagogique, donc il me paraît important que les parties y soient pour entendre, et de la bouche de quelqu'un d'autre que leur avocat, l'intérêt de la médiation. C'est ça seul. Mais après, il n'y a pas aucune obligation, évidemment. De toute façon, il n'y a pas d'obligation d'y aller à cette réunion. Donc, on peut se faire représenter. Hein. Madame Mola, vous avez envie de réagir? Donc, Sophie Mola, présidente de chambre. Oui, il y a une obligation. C'est une injonction judiciaire. Pas à Bordeaux. C'est Alors, une injonction. Il n'y a pas d'injonction. Il n'y a pas d'injonction, mais quand le juge donne une injonction aux parties de rencontrer un médiateur, et pas simplement une invitation parce qu'il trouve que c'est une bonne idée, l'injonction, c'est une injonction judiciaire et le juge va très mal prendre que les parties ne défèrent pas en personne à l'injonction judiciaire. La problématique aujourd'hui, c'est qu'il n'y a pas de sanction, mais ça arrivera un jour. Et donc, alors après, il y a des sanctions, radiation. Pas d'article 700. Voilà, bon, c'est pas tout à fait acceptable, mais voilà. Quand c'est une injonction, les parties doivent y aller et elles doivent rapporter la preuve qu'elles y sont allées. D'où l'intérêt de la procédure participative. Oui, j'ai vu que la Cour d'appel de Paris proposait justement de préciser les sanctions, parce qu'une obligation sans sanction, hein, on se connaît bien. Oui, hein. 903. Et propose soit la radiation, si le défendeur est d'accord, alors là on en rentre dans des incongruités procédurales, mais c'est un autre débat, ou une punition de part d'article 700. Tout cela va faire débat, je pense. Dernière question. Merci Emmanuel Mode d'Avalguedge du barreau d'Aix-en-Provence. Simplement, sur l'obligation de recours à la médiation préalable de l'article 750-1, sauf erreur, il n'y a pas réellement de mode d'emploi de ces tentatives. Je m'explique. On se retrouve régulièrement dans des dossiers où on doit avoir recours à cette tentative préalable et où les médiateurs, les conciliateurs, en réalité, ne font pas le job, à savoir que, j'ai eu le problème dans un dossier, le médiateur a convoqué, n'a pas convoqué en fait les parties, leur a envoyé un petit mail en leur disant bonjour, voilà machin, je suis saisi, etc. Face à une réponse négative de l'une des parties, de l'adversaire en réalité, il a dit d'accord, donc il n'y aura aucune médiation possible, et il n'a pas été plus loin. Il n'y a pas eu de convocation à proprement parler, si bien que j'ai été en définitive dans l'impossibilité de justifier de cette tentative préalable. Il faut lui ce demander... qui a entraîné quand même une irrecevabilité. Hein. Ah oui, mais alors... J'ai pris le dossier après, donc oui, voilà. oui. Mais on pas... a quand même le problème du mode opératoire réel. Alors, je trouve, avec les médiateurs, on serait obligé limite de leur dire voilà, il faut quand même que vous les convoquiez, puis que vous constatiez qu'ils viennent pas, etc. Pas nécessairement, parce qu'on ne va pas faire des PV de difficulté ou de carence, hein. Mais c'est un peu ça. En réalité, tu peux lui demander un écrit et il va te faire tout simplement te dire la médiation n'a pas pu être mise en place, point. De toute façon, le juge n'a pas à savoir autre chose. Hein. Donc, moi, ça m'est déjà arrivé. Effectivement, j'ai demandé au médiateur, pour pouvoir saisir mon juge, de me justifier de ce que la médiation n'avait pas pu être mise en place. Et il n'avait pas non plus convoqué, c'était ton cas. Donc, bien sûr, il faut se préserver la preuve des diligences effectuées, hein, mais après, c'est une liberté